Au fil des ans, la société civile russe est entraînée dans une spirale de brutalité alimentée par la pression du pouvoir et de la propagande. Et depuis le 24 février 2022, cette violence est devenue une réalité quotidienne. Au lendemain du terrible attentat du Crocus City Hall à Moscou, des témoignages glaçants ont circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux, faisant état de tortures infligées aux présumés terroristes. Les barbares s'en prennent aux barbares. L'un a eu l'oreille coupée. Des électrodes ont été branchées sur les organes génitaux d'un autre. Un troisième a été amené devant le juge inconscient. Pour la première fois, les forces de l'ordre russes ont montré au grand jour qu'elles pratiquaient la torture, et avec zèle. Bonjour, je suis Yevgenia Zobnina, journaliste originaire de Russie, vivant depuis plus d'1 an à Berlin, car la liberté d'expression n'existe plus dans mon pays. Le comportement du FSB, le service de sécurité fédéral russe, après l'attentat du Crocus Hall, m'a rappelé un autre attentat, commis en Russie il y a quelques années. La rame de métro entrait dans le tunnel lorsqu'une explosion a retenti. Il était 14h31. Les portes avaient été arrachées, les vitres brisées, les voyageurs sont descendus par les fenêtres et les gens qui étaient sur le quai ont sorti les blessés. En 2017, j'avais réalisé un documentaire sur l'attentat de Saint-Pétersbourg pour la chaîne de télévision indépendante Dojd. Un kamikaze s'était fait exploser dans le métro, tuant 15 personnes et faisant une centaine de blessés. 11 personnes ont immédiatement été arrêtées, puis condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement. L'affaire de Saint-Pétersbourg avait également donné lieu à des actes de torture. En les dénonçant, je risquais d'être accusé d'apologie du terrorisme. Je m'étais procuré tout le dossier de l'affaire. Nous avions pu y relever des incohérences et des témoignages mensongers. Par exemple, le seul lien entre la majorité des accusés était qu'ils vivaient sous le même toit, ou que certains témoins avaient manifestement été influencés lors de leurs déclarations. Mais cela n'a absolument pas été pris en compte. Je tiens à montrer que la violence à laquelle nous assistons actuellement n'est pas apparue soudainement, mais qu'elle est le résultat de longues années d'impunité des forces de sécurité. Impossible de dire aujourd'hui qui est coupable, mais nous avons parfaitement le droit de nous intéresser aux méthodes employées pour mener l'enquête. J'ai donc appelé Yana Teplitskaya, une défenseuse des droits qui s'est mobilisée il y a 7 ans sur cette affaire. Bonjour Yana. Bonjour. Je m'appelle Yana Teplitskaya. J'ai fait partie de la commission de surveillance civile de Saint-Pétersbourg et je suis allée dans bon nombre de centres de détention de la ville. Nous avons rendu visite en prison aux personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Nous les avons interrogées sur leurs conditions de détention et sur les tortures qu'elles avaient subies. Sur les 11 prévenus, 3 avaient subi le même traitement. Ils avaient été torturés pendant 40 jours dans une prison secrète des environs de Moscou. C'est très long. Avant cela, je n'avais jamais entendu parler de telles pratiques. Ils entendaient les autres crier. Ils avaient notamment été torturés à l'électricité.
Aujourd'hui, plus question de prison secrète. Le FSB ne cache plus avoir recours à la torture. Je m'appelle Georgi Ivanov, je dirige la section moscovite de Équipe contre la torture, une ONG spécialisée dans les faits de torture perpétrés par des agents de l'État, coupables d'atteinte à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant. Mais depuis 2012, nous avons à 3 ou 4 reprises été désignés comme agents de l'étranger, ce qui nous oblige à souvent changer de nom. Selon les membres de l'ONG, leurs avocats ont obtenu 450 millions de roubles d'indemnisation et la condamnation de 167 agents de l'État. Les droits de l'homme et leur défense vivent une période très sombre. Si on consigne par écrit et de manière chronologique tout ce qui nous est arrivé, on peut se demander pourquoi on reste encore en Russie. C'est certainement parce que nous sommes déterminés à poursuivre notre combat. De fait, nous devons constamment nous adapter. Je tremblais à l'idée de ce que j'allais découvrir en regardant ces images. C'est la première fois que les faits de torture sont montrés publiquement. Ils n'essayent même pas de dissimuler les blessures. Ça, c'est nouveau. L'oreille, ce n'est pas une partie invisible du corps. Un orteil coupé, ça ne se remarque pas. Mais une oreille, ça va se voir le jour du procès. Ça m'a choquée. Et j'ai ressenti un grand désarroi, car jusque-là, mon travail consistait à recueillir des preuves d'actes de torture. Et là, je ne comprenais plus. Ils ne cachaient plus qu'ils avaient recours à la torture. Et ils en apportaient eux-mêmes la preuve. On dit que si on coupe l'oreille à un croyant musulman, Allah ne peut plus l'attraper pour l'emmener au paradis. C'est un mythe. Et manifestement, une croyance répandue dans les services de sécurité russes. Dans l'affaire de 2017, il y a aussi eu des menaces à caractère religieux. Ils les ont menacés de les découper en morceaux et de les donner aux cochons, en sachant très bien qu'ils s'adressaient à des musulmans. La torture doit être une interdiction absolue. Nul ne doit être victime d'actes de torture, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ce cas précis, le simple fait d'apporter une aide juridique qualifiée indépendante est dangereux, en raison du niveau d'ingérence dans la procédure pénale. Je dirais que l'issue de cette affaire a très certainement déjà été fixée. Nous nous sommes interrogés pour savoir d'où venait la torture, pourquoi on la pratiquait autant. On nous a dit que l'origine était la guerre en Tchétchénie. Là-bas, les soldats et les membres des services de sécurité russes ont pris des habitudes, qu'ils ont ensuite étendues à toute la Russie. Le type qui a coupé cette oreille appartenait à un détachement qui pratiquait cela en Syrie. Il posait en exhibant des morceaux de corps humain. Manifestement, ils ont ramené ce genre de pratique avec eux. On constate une évolution dans laquelle la violence augmente.
s'étend sur de plus en plus de territoires, de la Russie vers d'autres régions. Là-bas, elle se renforce encore et revient ici. Ils sont passés à une forme de guerre où tout est permis. La société applaudit ces actes de torture qui n'ont strictement rien à voir avec les enquêtes et qui sont en réalité une démonstration de force, une vengeance et un châtiment. Les services de sécurité en Russie étant bien incapables de déjouer les attentats ou d'en trouver les véritables commanditaires. Et les forces de l'ordre ont déjà obtenu carte blanche pour des actes encore plus terribles. Une autre information qui prête à réflexion. Après cet acte terroriste, la Russie pense à rétablir la peine de mort. La rage du pouvoir russe ne s'est pas seulement déchaînée sur ceux qui étaient liés à l'attentat, touchant également les immigrés originaires d'Asie centrale qui vivent en Russie. Lors d'un raid dans une banlieue de Moscou, toutes les personnes qui n'avaient pas de papier ont été emmenées au commandement militaire. La chanteuse Manija, qui est d'origine tadjik, a condamné sur les réseaux sociaux la recrudescence des violences contre les immigrés. Il faut bien se dire qu'actuellement, le terrorisme n'a pas de nationalité. Je te défonce! La Russie aux Russes, Moscou aux Moscovites. Pour ceux qui pouvaient se permettre de partir, cette explosion de xénophobie assumée a été le déclencheur de leur exil. Je suis tellement nerveuse que j'en tremble. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. J'ai quitté la Russie pour la Serbie il y a 3 jours parce que je ne me sens plus en sécurité en Russie. J'en peux plus. Bonjour, je m'appelle Mariam et j'ai 30 ans. J'ai créé et j'anime un podcast intitulé « Les non-slaves ». Mon podcast est consacré à la vie en Russie des femmes non blanches, originaires de Tchétchénie ou de Yakoutie par exemple, et qui ne sont pas slaves. Moi-même, je suis moitié arabe, moitié russe. Mon père est originaire de Jordanie. J'ai interviewé des femmes qui ont vécu la même expérience, en leur demandant comment ça se passait pour elles en Russie, comment on se comportait avec elles, quelle que soit leur couleur de peau ou leurs origines. Un jour, au collège, une nouvelle prof d'histoire est arrivée. Moscovite de souche, depuis au moins 4 générations, elle voyait d'un mauvais œil tous ces visages non russes dans sa ville adorée. Pour elle, tous ces métèques n'avaient qu'à rentrer chez eux et aller enfiler leurs moutons. Une anecdote sympa, j'aime beaucoup. L'épisode diffusé après l'attentat du Crocus City Hall était consacré à une jeune femme qui était partie en Belgique à cause de la xénophobie qui régnait en Russie. On ne parlait pas de l'attentat, car l'épisode avait été enregistré avant. Je peux recommander une agence, mais regardez quand même les avis. C'est une bonne option pour quitter le pays. Super. Et selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients ? Ça a été un déferlement de haine, avec des commentaires du style « Cassez-vous de Russie, vous êtes des tueurs ». Les persécutions des filles en raison de leurs origines, ça n'existe pas en Fédération de Russie. Dans les établissements scolaires, vous avez 50 ou 60 élèves tadjiks qui ne parlent pas russe et on laisse faire. Dans cet épisode, il n'y avait rien sur le Tadjikistan, ni sur l'Asie centrale, ni sur le terrorisme. Mais ce monsieur s'en prend aux enfants tadjiks. J'ai reçu des messages sur mon compte privé Instagram disant qu'on allait me dénoncer. J'ai eu très peur, car je me trouvais encore en Russie. J'avais acheté mes billets et je craignais que quelqu'un me signale aux autorités et que je ne puisse plus partir. C'est mon album de photos de famille, bien protégé. Je n'ai pas l'air contente du tout. Il y a là toute ma famille, ma maman, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Tout le monde est là. Mentalement, je suis encore en Russie. C'est angoissant. Je n'ai pas encore le sentiment d'être en sécurité.
Occupé. J'appelle l'un de mes abonnés pour qu'il nous parle de la situation en Russie depuis l'attentat de Moscou. Ma mère est russe, mon père tadjik. Et honnêtement, avant d'aller à l'école, je me considérais comme russe. Je suis jamais allé au Tadjikistan. Tous les jours ou tous les 2 jours, on entend parler de raids contre les émigrés clandestins. On sent que le gouvernement essaie de faire pression, d'être constamment sur leur dos. Ces derniers temps, j'ai de plus en plus l'impression que les gens que je croise dans la rue ont envie de me frapper. L'autre jour, je suis allé au restaurant avec un ami. C'était une quinzaine de jours après la terrible tragédie du Crocus Hall. Un employé est arrivé et a appuyé de toutes ses forces sur mon hamburger avec son doigt en me disant « Vous êtes de la merde » et il est parti. Je sais pas pourquoi, mais certains membres de ma famille préfèrent accuser les Ukrainiens. Ils estiment que les choses ne se seraient pas passées comme ça si les Ukrainiens n'avaient pas financé les terroristes. Et ils disent que les Tadjiks ont des ennuis à cause de l'Ukraine. Beaucoup pensent comme ça parmi les gens que je connais. Il y a une telle colère en eux qu'ils envisagent même de se porter volontaires. C'est vraiment triste quand tes proches ressentent les choses comme ça. La xénophobie est instrumentalisée. Elle sert de justification à torturer et à attaquer un autre pays. Si on n'avait pas insisté autant sur la nationalité des gens qui ont fait ça, la réaction n'aurait pas été la même. On parle beaucoup des crimes commis par les soldats sur le front. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils rentrent chez eux? Pour Vladimir Poutine, les militaires qui combattent en Ukraine constituent une nouvelle élite. La véritable élite, ce sont ceux qui servent la Russie. Ces travailleurs et ces soldats fidèles, dignes, engagés, qui prouvent par leurs actes leur dévouement à la Russie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Masha Borzunova, agent de l'étranger selon les autorités russes, agent spécial à votre service dans le monde insensé de la propagande russe. Les soldats qui rentrent du front sont célébrés comme des héros. Ils sont invités dans les écoles pour parler aux enfants et on les voit aussi à la télévision. Mais ce qui se passe hors champ ne figure pas dans le tableau que veut brosser la propagande. Difficile de revenir à la vie civile quand on souffre de stress post-traumatique ou d'autres troubles psychiques. Pour de nombreux soldats russes, la guerre ne s'arrête pas quand ils rentrent chez eux. La télévision russe ne diffuse pas de reportages sur les crimes que les soldats russes de retour du front commettent chez eux, même si le thème du stress post-traumatique est parfois abordé. Vous sentiez que quelque chose n'allait pas? Vous aviez des angoisses? Je ressentais des signes de TSPT. Des troubles du stress post-traumatique. Ça se manifestait chez moi par une agressivité que je ne ressentais pas avant. Et par un besoin de justice exacerbé. Pas mal de camarades de l'armée m'ont raconté leurs histoires, qui se sont souvent mal terminées. Ils ont enfreint les règles de conduite ou la loi. Le nombre d'infractions commises en Russie par des soldats de retour de la guerre est en constante augmentation. Bagarres dans les transports, fusillades et même des meurtres. La Russie a adopté une tactique consistant à sortir des condamnés de prison et à les envoyer sur le front en échange d'une amnistie à leur retour. Les grâces accordées sont signées personnellement par Vladimir Poutine. Faire la guerre en Ukraine est devenu une façon de se racheter. Voici quelques brèves concernant d'anciens détenus rentrés du front ces derniers mois. Un ancien combattant du groupe Wagner, amnistié, se dispute avec un proche à propos de la guerre et le tue à coups de poing. Il avait par le passé été condamné pour meurtre. Un ancien détenu de retour de la guerre en Ukraine tue un homme dans un restaurant de Saint-Pétersbourg avant de poursuivre son repas. En Yakoutie, un combattant de l'opération spéciale en Ukraine tue la lauréate du concours du meilleur enseignant de Russie.
De retour du front, un membre du groupe Wagner, condamné pour meurtre, découpe une femme en morceaux. Il ne se passe quasiment aucune semaine sans qu'il soit fait état de crimes commis par des soldats de retour du front. Des informations généralement relayées dans les médias d'opposition ou sur des sites indésirables ou interdits. Le citoyen lambda, lui, doit se rendre sur des sites d'information régionaux. C'est un véritable cercle vicieux de la violence. Les anciens détenus rentrés du front replongent dans la délinquance, retournent en prison et attendent d'être de nouveau enrôlés dans l'armée. Une fois encore, nous avons réussi à aller voir ce qui se passe en Russie et qu'on voudrait nous cacher. Il était en train de purger sa peine quand ils ont commencé à recruter des prisonniers. Pour lui, c'était l'occasion de retrouver la liberté. Mais pourquoi retrouver la liberté si c'est pour retourner ensuite en prison? Des questions qui restent sans réponse. La grand-mère d'Anna habitait une petite ville de l'oblast de Kirov, à 1 millier de kilomètres de Moscou. Son meurtrier, Ivan R., lui avait déjà loué une chambre 15 ans plus tôt. Mais en 2019, il avait été condamné à 14 ans de camp pénitentiaire pour homicide. Vous l'aurez compris, il n'a pas purgé entièrement sa peine. Il est parti faire la guerre en Ukraine en 2022. Il est rentré en mars 2023 et une semaine plus tard, il a tué la grand-mère d'Anna. Quand j'ai appris qu'on recrutait dans les prisons, j'en ai discuté avec mon ami. Je lui ai dit que je ne me sentais pas en sécurité en Russie. Et maintenant, je m'y sens encore moins en sécurité. Je me sens 2 fois plus menacée. Car les gens qui ont été enrôlés comme ça vont revenir. Et il y a de grandes chances qu'ils commettent de nouveaux crimes. Comment avez-vous appris ce qui s'était passé? En regardant les informations. C'était une vieille dame sans histoire, qui était en contact avec pas mal de gens. Ce n'était pas la vieille mamie isolée qui vit au fin fond de la campagne et oubliée de tout le monde. Pas du tout. On se parlait au téléphone. La dernière fois que je l'ai vue, j'étais chez elle pour ses 84 ans. Le meurtre de ma grand-mère a été le premier cas d'un ex-détenu revenu de la guerre qui a récidivé. 1 an plus tard, des affaires comme ça, il y en a tous les mois. Ça fait peur. Mais je m'étais dit à l'époque qu'en en parlant, on pourrait au moins éviter que ça ne se reproduise avec d'autres personnes. Il avait un comportement totalement anormal. On en avait parlé sur les chaînes nationales. Condamné pour meurtre, cet homme avait purgé une partie de sa peine et avait rejoint les rangs du groupe Wagner dans la zone de combat. De retour chez lui, sous l'emprise de l'alcool, il s'est mis à menacer ses voisins de mort. Il se promène en hurlant « Je vais tous les tuer, je vais égorger toute la famille ». Vous avez peur? Très peur. On ne dort plus. Il courait dans le village, dans son propre village, une hache à la main, menaçant les gens, brisant le pare-brise d'une voiture. Il a été arrêté. Ils l'ont gardé 1 ou 2 jours, je crois, puis ils l'ont relâché. Et là, il est allé voir ma grand-mère. Selon les enquêteurs, l'homme serait entré chez la grand-mère d'Anna en état d'ébriété et l'aurait agressée à l'arme blanche tout en la violentant. Il a finalement été condamné à 22 ans de camp pénitentiaire. Mais Anna considère que c'est insuffisant. Elle veut avoir la certitude que l'assassin ne ressortira pas de prison pour aller faire la guerre. Actuellement, elle n'en est absolument pas persuadée. C'est la spirale de la brutalité qui règne en Russie. Beaucoup ferment les yeux sur la réalité, sciemment ou inconsciemment. Une ancienne collègue m'a dit « C'est un acte isolé. Ça n'a rien à voir avec la guerre. » Les gens ne font pas la relation avec ce qui se passe actuellement.
Pour eux, il n'y a pas de lien logique entre le fait que ma grand-mère soit morte et la guerre en cours. Ces crimes ne sont pas seulement le fait d'anciens détenus extraits de leur prison pour aller faire la guerre. On a aussi vu des soldats célébrés en héros dans une école aller le soir même rouer de coups leurs voisins. Dans notre pays, on les présente actuellement comme des héros. Mais ici, ils ne se comportent pas comme tels. Ils sont là pour nous défendre, pas pour nous frapper. Les faits se sont passés à Atkarsk, dans l'oblast de Saratov, à environ 750 km de Moscou. Une petite ville de quelques 20 000 habitants, où tout le monde connaissait Dmitri et le craignait. Il travaillait autrefois dans la police. Beaucoup ont souffert à cause de lui et de son comportement inapproprié. Quand il était sobre, tout allait bien. Mais s'il buvait un peu, c'était fini. Pour Dmitri, ce n'est pas sa première guerre. Il a déjà servi en Syrie avant de décider d'aller combattre en Ukraine. Irina, que nous venons de voir, est sa voisine. Un soir, elle et son mari ont la malchance de tomber sur l'ex-militaire complètement ivre dans la cour de leur immeuble. La suite a été filmée par une caméra installée sur le balcon d'Irina. Il est sorti comme une furie de sa voiture. Oleg, mon mari, lui a gentiment dit « Salut Dima ». Et là, il s'est jeté sur lui. Je me suis précipitée vers mon mari, qui était allongé par terre. Au début, je pensais qu'il était mort. Il était inconscient. Le matin même, Dmitri était allé dans une école parler aux jeunes élèves d'héroïsme, d'exploits accomplis pendant la guerre et de l'amour de sa patrie, la Russie. Aujourd'hui, dans ce pays, dès qu'un soldat est en permission, il est invité dans un établissement scolaire. Il avait donné une leçon de courage. Initialement, cet ancien soldat devait être jugé pour tentative d'assassinat. Mais les faits ont finalement été requalifiés en simple acte de hooliganisme. Selon des rumeurs qui circulent en ville, il s'apprêterait à repartir au front. Et dans 6 mois, il reviendra, encore plus héroïque. Il ne sera pas sanctionné pour ses actes. Il reviendra en héros et ira peut-être s'en prendre à une autre famille. C'est ainsi que la violence est devenue la norme en Russie. Et les gens sont laissés seuls face à cette situation. Pour les autorités et la propagande, cette violence reste marginale. Mais pour les Russes ordinaires, elle fait de plus en plus partie du quotidien.